Bonjour à tous déjà, vous êtes très nombreux à vous connecter dès 10 heures. J'espère que vous allez tous bien. Je suis extrêmement contente de vous accueillir pour la 6e journée de la traduction de la Foire du Livre de Bruxelles. Ce sera pour nous un moment très particulier puisque pour la première fois, nous allons nous retrouver d'une façon un peu bizarre par système numérique interposé. Alors, je dois vous dire que depuis 6 ans, la Foire du Livre travaille à donner de la visibilité aux traducteurs parce que souvent, dans cette étape de la chaîne du livre si complexe, le traducteur est un peu considéré comme une étape secondaire et la traduction n'est pas toujours considérée à sa meilleure valeur. Pourtant, nous savons tous que sans la traduction, de nombreuses littératures étrangères nous resteraient inaccessibles et que des œuvres magistrales seraient absentes de notre plaisir de lire. Et plus grave encore, dans les pays multilingues comme le nôtre, la Belgique, et comme la Suisse ou l'Espagne. Et au passage, je vous signale que la Suisse sera le pays à l'honneur de la Foire du Livre jusqu'en février 2022. Eh bien, beaucoup de langues nationales seraient hors de notre portée, avec évidemment toutes les conséquences sociétales que cela impliquerait. Alors, comme je vous l'ai dit, depuis 6 ans, la Foire du Livre se veut le trait d'union entre le livre et les lecteurs, les lectrices, en accordant une place toujours plus importante à la traduction et donc en lui consacrant une journée complète. Nous avons abordé des thématiques aussi diverses que Bruxelles-Babel, traduire, retraduire, adapter, traduire les variations, ou encore, en 2020, traduire d'une rive à l'autre, puisque c'était le Maroc qui était à l'honneur dans cette année-là. Année extrêmement particulière s'il en est, puisque c'était la dernière intervention que nous pouvions faire en présentiel et nous avons essayé de trouver une solution cette année pour vous rassembler autour de la traduction une fois encore. Puisque nous sommes dans un pays multilingue et puisque la traduction a des caractères spécifiques dans des pays multilingues, eh bien, nous avons choisi d'aborder cette problématique des circonstances linguistiques multilingues. Alors, quelles conséquences est-ce que cela a sur la formation des traducteurs, sur les maisons d'édition, sur la langue elle-même et sur différents autres domaines? C'est ce que nous allons aborder tout au long de cette journée. Je voudrais évidemment remercier les partenaires qui m'ont aidé à mettre en œuvre toutes les rencontres de cette journée. Évidemment, d'abord et avant tout, la commissaire générale de la Foire du Livre, Marie Noble, qui a cru en cette version numérique de la journée. Mes collègues, surtout mes collègues programmateurs et ma collègue Laura qui œuvre là dans l'ombre pour éviter que je fasse trop de bêtises numériques. Et puis les partenaires ponctuels de la journée de la traduction, c'est-à-dire l'Université libre de Bruxelles, l'ULB, l'UCL, l'UMONS, le CIRTI de l'Université de Liège, Unic, sans qui Tullio Forgiarini n'aurait pas pu être présent, Pro Helvetia, qui nous a permis d'avoir tous nos collègues suisses présents autour de nous, Québec Édition, qui nous a permis d'accueillir Madeleine Stratford, et bien sûr notre partenaire de toujours, la SBL Traductive, qui est une ASBL œuvrant autour de la traduction littéraire en Belgique, mais qui a une portée internationale. Comme beaucoup d'entre vous ne l'ignorent pas, parce que vous avez l'occasion de suivre les activités, les webinaires et autres choses qui étaient en ce moment développées par
traductives. Les rencontres vont être diffusées sur la chaîne YouTube de la Foire du Livre de Bruxelles. Vous aurez la possibilité de lire les comptes rendus des rencontres pour l'ensemble des rencontres qui sont faites par des bénévoles, il faut bien le dire, de la SBL Traductive, et vous les retrouverez sur le blog de la SBL flb.be, ça c'est nous, et le traductive.com. Voilà, flb.be, vous pourrez retrouver aussi beaucoup d'informations et notamment l'évaluation de cette journée qui est très importante pour nous et qui nous permettra aussi de savoir si vous aurez le souhait de nous revoir en numérique ou en présentiel l'année prochaine. Voilà. Je voudrais aussi surtout remercier les partenaires de cette première rencontre, mais surtout Madeleine Stratford, qui vient de se lever aux aurores pour pouvoir intervenir, puisqu'elle est en ce moment au Canada et qu'elle a dû se lever extrêmement tôt, n'est-ce pas Madeleine, pour venir. Mais elle nous disait l'autre jour que c'était chouette, ça lui permettait de penser qu'elle était en plein jet lag. Oui, le jet lag, merveilleux, on ne l'a plus maintenant. Voilà. Ensuite, je voudrais accueillir Irène Weber-Henking, qui, elle, vient de Suisse. Bonjour Irène. Bonjour. Vous allez bien? Merci, oui. Ça se passe bien en Suisse, il fait beau Radieux. Radieux. Alors nous, heureusement, on a de la chance aujourd'hui. Il a fait radieux hier, il va faire un peu moins radieux aujourd'hui, ce qui fait que c'est très bien pour la journée de la traduction. Et puis, je vais accueillir Anne-Lise Remacle. Bonjour Anne-Lise. Alors toi, c'est un peu facile, tu es à Bruxelles, et comme on se connaît très bien, je vais me permettre de te tutoyer. Et last but not least, ce n'est pas Cristal, mais si, c'est presque Cristal. Voilà, notre animatrice. Bonjour Cristal, simplement pour vous dire que Cristal et ses collègues vont vous parler de la formation. Merci Christine. Donc bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis très heureuse d'être ici pour animer cette première rencontre de la journée, de cette journée consacrée à la traduction. Alors, lors de ce premier rendez-vous, comme l'a dit Christine, nous allons parler de plurilinguisme et de traduction et de formation à la traduction plus particulièrement. Et pour aborder ces questions, eh bien, nous avons au bout de la connexion 3 femmes qui, outre leur amour, leur passion, la passion qu'elles portent à la littérature et à la traduction, eh bien, partagent un autre point commun, celui d'habiter des États plurilingues, puisque nous allons être en relation avec le Québec, la Suisse et la Belgique. Alors, pour débuter cette table ronde virtuelle, nous allons traverser l'océan Atlantique et rejoindre Madeleine Stratford, qui elle est là, bien présente, malgré le fait qu'il y a quand même, je crois, 6 heures de décalage, hein, c'est pas rien. Et elle nous fait le plaisir d'être parmi nous. Bonjour Madeleine, si vous permettez. Bonjour et merci. Si vous permettez, je vais commencer par vous présenter. Très bien. Si ça ne vous dérange pas, histoire que les auditeurs sachent qui vous êtes. Alors, vous êtes professeur agrégé à l'Université du Québec en Outaouais, dans la ville de Gatineau. Vous êtes spécialiste de traduction littéraire. Vos traductions vers le français et vers l'anglais se sont de nombreuses fois distinguées. Vous êtes également poète et vous avez notamment obtenu le prix de poésie Orpheus en France pour votre premier recueil de poésie de poèmes intitulé Des mots dans la neige, paru aux éditions Anagramme en 2009. C'est bien ça, hein, je ne me trompe pas. C'est bien ça. Eh bien, ma première question va porter effectivement sur la formation. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi consiste la formation des traducteurs littéraires? Est-ce qu'il y en a dans le cursus universitaire des universités québécoises ou non? Parlez-nous un petit peu. Est-ce que ces études sont prisées ou pas? Je vous en prie. La traduction littéraire s'enseigne effectivement dans nos cursus. Nous, on a ce qu'on appelle le premier cycle, qu'on appelle le baccalauréat, mais en fait, c'est un diplôme de 3 ans. Il y a
un ou deux cours peut-être dans le baccalauréat qui visent quand même davantage la formation de traducteurs professionnels, non littéraires. Donc, pour le fédéral, par exemple, ou le provincial. La formation en traduction littéraire se concentre surtout à un niveau qu'on appelle la maîtrise, que vous appelleriez peut-être le master, et donc où les étudiants, en principe, ont déjà un premier cycle, parfois en traduction, parfois en littérature, et ils se spécialiseront là, à ce niveau-là. Ça ne garantit pas que les diplômés travaillent dans le milieu de la traduction littéraire, mais c'est une des voies d'entrée dans la profession. Très bien. Eh bien, merci. Nous allons nous rendre en Suisse, où Irène Weber-Enking nous attend. C'est notre deuxième invitée. Alors, je commence aussi. Bonjour Irène. Je commence par vous présenter, si vous voulez bien. Alors, vous avez étudié langue et littérature allemande et espagnole. Vous êtes professeur associé en traductologie à l'Université de Lausanne. Vous assumez également la direction du programme de traduction littéraire en master, programme qu'il faut souligner qui compte quand même 10 langues et littératures, hein, c'est vraiment pas mal du tout. Vous êtes aussi directrice du Centre de traduction littéraire et présidente du prix Lémanique de la traduction, prix qui est décerné cette année à 2 femmes, autant le souligner. Alors, bonjour Irène, donc, et je vous poserai exactement la même question, à savoir dans un cursus universitaire en traduction en Suisse, quelle est la place qu'occupe la traduction littéraire? Bonjour. Merci de m'avoir associé à cette table ronde virtuelle, une fois de plus. Donc, la traduction littéraire en Suisse, la formation pour la traduction littéraire en Suisse n'est pas, c'est pas si aisé de donner une bonne réponse parce que malgré le fait que nous sommes un pays avec beaucoup de langues et qu'on a un soutien à la traduction qui est très vaste, en fait, la formation, ce qui concerne vraiment la formation du début jusqu'à la fin, était jusqu'à il y a quelques années en main privée. Il n'y avait pas, et encore aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait une formation pour la traduction littéraire dans à l'université. On a des programmes de spécialisation, on a quelques crédits par-ci. On a effectivement chez nous à l'université de Lausanne, par le fait qu'on ait 2 professeurs femmes à la section d'allemand qui ont la spécialité en traduction littéraire, on fait des cours depuis le bachelor jusqu'au master, mais ce n'est pas une formation pratique pour la traduction littéraire. En Suisse, comme dans beaucoup de pays, tout ce qui est formation dans les arts est en fait dissocié du niveau universitaire et on a les autres écoles d'art chez nous qui ne sont pas à l'interne de l'université qui s'en occupent. Donc à l'université de Lausanne, on a la formation théorique, l'histoire, l'analyse de la traduction littéraire et au niveau du master, la maîtrise au Québec, au niveau du master, on a un programme de spécialisation où on concocte un programme particulier pour chaque étudiant, pour sa spécialité, avec un mentor, une traductrice professionnelle qui suit un étudiant pendant un semestre, une année. Quel luxe, en fait, d'accompagner comme ça les étudiants. Alors, je pense qu'ils en profitent beaucoup. Ce programme existe depuis une dizaine d'années et on a eu plus de 100 étudiants qui ont fait ce programme. C'est un programme qui est aussi ouvert à des gens qui ont déjà un master, une maîtrise d'une autre université. Donc, on a aussi des gens qui viennent d'ailleurs, aussi de France d'ailleurs, qui viennent et font juste ce programme. Et sur une centaine d'étudiants qui ont fait ce programme, une dizaine sont vraiment devenus des traducteurs professionnels. Mais comme disait Madeleine, c'est une voie d'entrée dans le métier. Il y en a d'autres aussi et je pense que c'est vraiment important d'avoir cette ouverture
un choix pour tout le monde à tous les niveaux. On sait qu'on vient à la traduction littéraire pas forcément à 18 ans, mais peut-être seulement à 45 ans. Et c'est important d'avoir en fait ces ponts, ces passerelles qui permettent l'entrée dans ce métier. Mais très bien, merci beaucoup. Nous allons rejoindre maintenant Bruxelles, où nous retrouvons notre troisième invitée, Anne-Lise Remacle. Bonjour. Alors, je vous présente aussi, hein, comme ça c'est fait. Vous êtes romaniste de formation et actuellement, vous êtes journaliste littéraire. Vous écrivez dans plusieurs médias comme Le Carnet Les Instants, Focus Vif ou Le Vif l'Express, pour en citer quelques-uns. Et depuis 2019, vous coordonnez pour Passaporta la résidence de traduction et d'écriture de Senef, résidence destinée à valoriser la littérature belge francophone. Alors, pour faire le lien avec ce que viennent de dire nos collègues québécoises et suisses, je dirais qu'en Belgique, Anne-Lise Remacle, au niveau de la formation en traduction, il existe un cours de traduction littéraire généralement, je parle de la Belgique francophone, des études de traduction en Belgique francophone, il existe un cours de traduction littéraire qui se donne généralement en master et qui compte très peu d'heures, généralement, hein, je ne sais pas d'une unif à l'autre, mais généralement, c'est 30 heures sur un quadri, soit 30 heures sur l'année, 2 heures sur un quadri. Donc, c'est relativement peu. Mais j'ai l'impression, j'ai le sentiment que la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle, il existe des initiatives, en tout cas, pour mettre en avant la traduction d'œuvres francophones belges. Alors, je ne sais pas si vous pourriez nous en dire un petit mot, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. On va se retrouver cette fois-ci de l'autre côté de la barre, finalement, vis-à-vis des aides données aux traducteurs étrangers pour traduire notre littérature. Comme vous venez de le dire, la résidence d'écriture et de traduction de Senef vient d'être confiée à Passaporta. Passaporta a la particularité d'être une maison des littératures située à Bruxelles avec une équipe bilingue, à la fois néerlandophone et francophone. Donc, ça fait sens qu'on ait des missions qui soient liées à la traduction. Et donc, la Fédération Wallonie-Bruxelles finance pendant le mois d'août une résidence d'un mois qui accueille effectivement à la fois des traducteurs étrangers qui vont traduire de la littérature belge francophone, des traducteurs belges francophones qui traduiraient des œuvres étrangères. C'est aussi un soutien par rapport aux traducteurs professionnalisés, je dirais, et à la fois des auteurs belges francophones pour créer une forme d'émulation entre ces trois parties pendant un mois, pouvoir avoir des échanges autour de la traduction, parce que quelle que soit la langue cible et la langue source que l'on ait dans le cadre d'une traduction, je pense qu'on a des problèmes un peu similaires qui peuvent se poser et qui peuvent se résoudre de façon collégiale quelque part, ou en tout cas en pouvant échanger des points de vue. Par ailleurs, la Fédération Wallonie-Bruxelles, main dans la main avec Wallonie-Bruxelles International, va avoir vraiment un travail de défense de nos lettres à l'étranger, notamment grâce à ce qu'on appelle les ALEC, les agents de liaison académiques et culturels, qui, dans chaque pays, vont essayer de valoriser cette langue française, valoriser notre culture. Et très récemment, parmi les beaux exemples de soutien à la traduction de nos lettres, il y a eu des traductions et un webinaire pour le public hispanophone avec une ALEC du Chili qui s'appelle Alice Rasson, en collaboration avec deux de mes consorts, Sylvie Philippe-Ardefoy pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, Marie-Ève Tossani pour Wallonie-Bruxelles International. Je pense que les questions de traduction ici en Belgique, qui travaillent d'un point de vue des politiques gouvernementales aussi, ont tout intérêt à se faire main dans la main avec tous les services qui existent. Et cette année, pandémie aidant, les résidences d'écriture de Senef se sont faites non pas en présentiel évidemment, mais par l'octroi de bourses d'aide à la traduction, y compris des bourses d'aide à la traduction à des traducteurs francophones qui traduiraient d'une autre langue vers le français. Et je pense notamment à Anne Cohen-Bocher, qui a obtenu une bourse pour traduire Nnedi Okorafor, qui est une autrice nigériane que certains d'entre vous connaissent peut-être. Voilà. Merci. Je reviens vers Irène, puisque vous êtes présidente du Centre de traduction littéraire. Pourriez-vous nous expliquer à quel besoin répond ce centre, s'il vous plaît?
Oh, c'est une vaste question. À Bon, quel besoin? essayons Donc, d'être bref, c'est juste pour donner un panel. c'est peut-être, alors, dire qu'on répond à un besoin, je crois que j'ai pas la prétention de dire qu'on répond à un besoin, mais on joue un rôle, disons comme ça. Alors, on joue un rôle certainement d'intermédiaire entre le monde professionnel et le monde universitaire, parce que le centre se situe à l'interne de l'Université de Lausanne à la faculté des lettres. Donc, on a ouais, cette particularité qu'on est vraiment à cheval entre l'académie et la profession. On a un rôle à jouer dans le sens, dans la formation, effectivement, qu'on soutient, on a élaboré des modules, des formations différentes à l'interne de l'université, mais aussi à l'externe. Donc, on s'occupe aussi de la formation continue, notamment en Suisse romande. On était les premiers à instaurer un atelier de traduction, non seulement vice-versa, où il y a un groupe, admettons, germanophone avec un groupe francophone qui se rencontre et qui échange entre les deux langues, mais on était les premiers à instaurer en fait des ateliers qu'on appelle nous thématiques, où c'est la langue cible qui est mise en valeur, comme Annelise vient aussi de le dire. Donc, on a un atelier thématique vers le français où les langues de départ sont complètement libres. Donc, on vient avec un sujet, que ce soit l'érotisme, le discours direct. Là, on est en train de... Non, je ne vais pas dire ce qu'on est en train de faire parce que ce n'est pas encore officiel, mais le théâtre, euh, ouais, il y a tous les genres, toutes les thématiques, les grandes thématiques qu'on a abordées en fait dans ces ateliers thématiques pour permettre en fait euh, trouver des solutions dans la langue cible, indépendamment de la langue de départ, en voulant accentuer encore une fois le fait que le traducteur est un auteur dans sa langue et il contribue au marché littéraire de son espace culturel. Après, on fait des événements. On a au long de l'année, on a environ une vingtaine d'événements publics, que ce soit des lectures, des congrès, des colloques, des joutes de traducteurs qu'on a piqué au français. L'idée des publications et bien sûr la recherche, on a toujours une petite série de travaux de thèse de doctorat en cours. Donc on est vraiment à cheval entre les différentes étapes, entre les différents lieux où la traduction littéraire apparaît. Eh bien, Et oui. voilà, et il faut quand même que je dise ça aussi, Christine l'a dit tout au début, on est beaucoup de choses que nous on fait, notamment pour la relève en traduction littéraire, c'est grâce au soutien de Pro Helvetia, la Fondation suisse pour la culture, qui depuis des années fait un effort incroyable pour soutenir justement ce pont-là des arts en Suisse. Eh bien, merci. C'était très complet, très intéressant. On se tourne de nouveau vers le Québec. Et Madeleine, est-ce qu'il existe une structure similaire chez vous? Oui, ben, le Québec faisant partie du Canada, le centre qui existe chez nous, c'est le Centre international de traduction littéraire de Banff, qui a été créé conjointement en 2003 par le Canada, le Mexique et les États-Unis. Qui constitue, qui en fait implique une résidence de 3 semaines au Centre d'art de Banff en Alberta, normalement au mois de juin. La pandémie a un peu contrecarré le programme, mais j'y ai moi-même été 3 fois et à 3 titres différents. Il y a un volet formation puisque la résidence accueille chaque année un étudiant canadien, un étudiant des États-Unis et un étudiant du Mexique. J'ai été la première étudiante canadienne en 2005 à participer à la résidence. En 2014, j'y participais comme traductrice de plein droit.
Ah oui. Et en 2019, j'y étais mentor pour les traducteurs qui étaient présents. Donc, on peut dire que je suis un produit de ce centre aussi. Et donc, oui, il y a une notion de formation dans cette résidence-là, mais bien sûr, les traducteurs professionnels qui y participent viennent de tous les pays dont ils doivent soit être du Canada, du Mexique et des États-Unis et traduire depuis ou vers n'importe quelle langue, ou encore venir de n'importe où, mais traduire vers une des langues, traduire, pardon, un des auteurs des pays fondateurs. C'est pas comme vice-versa du tout dont j'ai eu l'expérience à Arles il y a 2 ans maintenant, mais c'est plutôt une occasion de discussion parce que les langues sont tellement variées qu'on peut difficilement là, offrir des solutions à des textes précis, mais les discussions sont toujours très riches parce que la traduction, comme le disait ma collègue tout à l'heure, les défis sont semblables, parfois même dans des combinaisons de langues étonnantes. On trouve toujours des affinités entre traducteurs et ces discussions-là. Donc, même s'il ne s'agit pas d'occasion de formation proprement dite, contribuent à une formation continue des traducteurs littéraires. Merci, c'était très complet et très intéressant aussi. Alors, on va passer de la formation à les traducteurs et les traductrices. Longtemps, leur nom n'est pas apparu sur les ouvrages publiés. Alors, c'est vrai, à l'heure actuelle, des efforts sont faits. Certaines maisons d'édition placent les patronymes des traductrices et des traducteurs sur la couverture. Mais la question que je voudrais adresser tout d'abord à Anne-Lise Remac, c'est pensez-vous que ce combat pour la visibilisation du travail de la traductrice ou du traducteur est un combat obsolète ou demeure-t-il d'actualité à votre avis? Non, pour moi, c'est un combat qui demeure évidemment toujours d'actualité. Je pense que plus on visibilisera la traduction et ce métier-là, plus on aura de chances d'avoir une diversité, une bibliodiversité importante. Je pense aussi qu'on a des genres littéraires où c'est encore beaucoup plus invisibilisé que d'autres. Je pense que notamment les littératures graphiques comme la bande dessinée ou comme l'album pour la jeunesse sont des lieux où le nom du traducteur est très souvent, si pas absent, en tout cas caché dans la 4e de couverture en tout petit. Or, c'est des littératures qui sont porteuses. Moi, de mon point de vue, la littérature belge francophone, c'est aussi une littérature de l'image, c'est aussi une littérature qui tient fortement compte de la jeunesse. Et en tout cas, chez nous, les maisons d'édition qui sont peut-être les plus porteuses de livres en traduction, ce sont ces maisons justement d'édition de bande dessinée et de littérature jeunesse. De plus en plus, elles font des efforts incroyables pour effectivement donner à voir le nom de le nom du traducteur ou le nom de la traductrice. Mais je pense que ça devrait être rempli de façon générale, de considérer les traducteurs, quel que soit le genre qu'ils traduisent, comme des praticiens à part entière. Ça me semble, puisqu'on a des CV de la part des traducteurs et des traductrices qui sont très pluriels, qui traduisent à la fois Tom Gold et Hervé Lecor, par exemple, de la littérature policière et de la bande dessinée. Donc, plus on prendra ce pli de les visibiliser d'une façon ou d'une autre, plus ce sera profitable. Et tout récemment, un des traducteurs roumains, Ovidiu Comlot, qui a obtenu une bourse chez nous, me confiait quelle joie ça lui avait fait, enfin, pour traduire Thomas Gunzig, un auteur belge francophone, d'avoir son nom sur la couverture, quoi. Je pense que ça reste une vraie reconnaissance du travail effectué, qui est un travail précieux, à la fois de passage et de méticulosité. Voilà. Très bien, merci. Alors, tant qu'on est à parler du travail que font les traductrices et les traducteurs, peut-on, et là je m'adresse à Madeleine pour commencer, peut-on légitimement revendiquer le statut d'auteur lorsqu'on est une traductrice ou un traducteur? Parce que si on réfléchit, l'opération de traduction littéraire, c'est quand même une opération de recréation, de réécriture d'une œuvre. Qu'en pensez-vous, Madeleine? J'aime dire que nous ne sommes pas des auteurs, mais que nous sommes des écrivains, parce que nous écrivons. Je ne me considère pas une auteure quand je traduis, parce que ce n'est pas moi qui ai eu l'idée originale du livre.
Par contre, c'est moi qui l'ai écrit. Donc, c'est là où j'aime faire une distinction entre auteur et écrivain. Je trouve intéressant qu'on parle du statut de la traductrice ou du traducteur dans une table ronde qui parle de formation, parce que ce sont des choses dont je parle toujours à mes étudiants et j'insiste sur l'importance de se visibiliser quand ils seront sur le marché du travail. Pour moi, je m'en fais un point d'honneur, c'est une question d'éducation du grand public, d'éducation parfois des éditeurs et d'éducation aussi des médias au sujet du rôle que jouent les traducteurs. Et pour moi, il en va un peu de même comme d'enseigner aux étudiants à faire une bonne bibliographie. Une bonne bibliographie va nommer tous les intervenants, la direction de la publication, la traduction, s'il y en a une, le lieu de l'édition, la maison d'édition. Et donc, il en va de même pour la visibilité du traducteur. Souvent, les gens s'offusquent un peu parce qu'on dit ah, mais je n'avais pas l'espace nécessaire pour en parler. Pour moi, il s'agit avant tout de nommer dans une notice biographique ou l'équivalent le travail du traducteur. Il ne s'agit pas d'être au premier plan. Je répète, nous ne sommes pas les auteurs, mais nous avons contribué grandement à l'écriture d'un livre. Oui, c'est vrai. Et puis, par ailleurs, certaines œuvres sont traduites ont été traduites par plusieurs traducteurs. Oui. Donc, c'est important de se référer à un tel ou une telle. Donc, oui, c'est très juste. Et Irène, vous partagez la même analyse que notre collègue québécoise ou vous avez des nuances à apporter? Alors, moi, je soutiens entièrement le fait que le traducteur est l'auteur de son ouvrage, de son livre, hein, ou l'écrivain. Je ne sais pas si la différenciation entre écrivain et auteur est si facile à faire, mais je pense que, en tout cas en ce qui concerne la Suisse, pendant les 20 dernières années, la visibilisation du traducteur, de la traductrice a gagné en beaucoup. On était tout au début, c'était la charte graphique de l'éditeur qui empêchait des fois, curieusement, de faire apparaître le nom du traducteur ou de la traductrice. Puis on se demandait toujours, mais bizarre, quand j'entends la page, elle est assez grande. Mais bon, voilà, la charte graphique, c'était des fois un peu un obstacle. C'est Je pareil pense, dans tous les pays. mais c'est quand même c'est drôle parce qu'en Prétexte. même temps, on peut quand même y faire Ah, apparaître les soutiens financiers. Là, ouais. tout est possible, mais visiblement, celui qui l'a écrit, c'est plus difficile. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. Je crois que ce que dit Madeleine, effectivement, qu'il y a en fait tout simplement, c'est de l'ordre du respect par rapport à celui qui a fait le travail. Donc on le nomme, ou alors on est tout simplement, on a manqué au moment de passer chez sa maman, on a manqué une heure d'éducation. Donc c'est vraiment pas quelque chose que je trouve, oui, c'est vrai. Actuellement, je pense que là où il faut effectivement encore faire plus, c'est au niveau des médias. Ce n'est pas dans toutes les régions linguistiques, les médias pas tous portent le même soin et le même respect à la personne qui a écrit le texte. Si vous avez encore, bon, les émissions radio sont aussi en train de fondre un tout petit peu, donc on a moins d'émissions culturelles littéraires. Mais si dans une émission littéraire, on lit un texte et on oublie de dire que le texte de Kafka qui est lu n'est peut-être pas écrit par Kafka en français, c'est pas possible. Mais là aussi, on a toujours l'impression, oui, le temps il est court, le temps il est limité, mais je pense que il est aussi limité qu'ailleurs. Il y a aussi un travail à faire, à mon avis, encore pour les archives. On pense souvent à ce qui se passe maintenant, mais n'oublions pas que le traducteur, la traductrice doit rester visible aussi pour plus tard. Donc, il a aussi ce soin à porter en fait à prendre en considération le traducteur comme un créateur littéraire qui est digne d'entrer dans des archives. J'en ai eu aussi l'expérience où l'archive d'un traducteur était très complet
et une fondation a bien voulu prendre les lettres de Nathalie Sarraute et le reste, vous pouvez garder à la maison. Ah bon. Donc, il y a encore en fait cette attitude aussi. Donc, ça, il faudrait, à mon avis, il y a encore aussi la possibilité d'avancer dans ce sens-là. Par contre, aussi, ce qui en Suisse, en tout cas, a très très bien marché, c'est que le soutien financier de par Pro Helvetia au traducteur, le traducteur, la traductrice est traité de la même manière comme un auteur. Donc, les traducteurs ont accès en fait aussi aux subsides qui sont Oh mon donnés Dieu, je suis jalouse. donc, c'est un traducteur qui peut effectivement aussi proposer son propre projet tel qu'un auteur peut Ah, aller proposer son, son, euh, son, son ouvrage à écrire. Donc ça, il me semble que mais c'est assez récent quand même, mais je pense que c'est vraiment un pas dans une très très bonne direction. Il y a des choses encore à améliorer, le monde n'est pas parfait, mais moi je vois en tout cas une amélioration dans la situation très manifeste. Je me rappelle il y a 20 ans quand j'avais invité un traducteur à lire sa traduction devant le public, il m'a regardé puis il m'a dit non mais ça c'est un comédien qui peut le faire. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui me donne cette réponse. Donc aujourd'hui aussi, le traducteur, la traductrice, elle sait qu'elle a fait son travail et qu'elle mérite en fait l'estime du public pour son travail et elle va affronter aussi ce public dans le bon sens. Donc moi, je pense qu'il y a les deux choses, l'un va avec l'autre. Merci. Oui, c'est épatant, hein, si l'auteur et le traducteur sont logés à la même enseigne, c'est vraiment épatant. Mais bon, pas tout à fait, hein, Non, non, quand on je va sais, dans mais les enfin, détails, pas, mais j'ai quand même encore une citation que j'aime beaucoup dans Jean Cocteau disait, on dit qu'il a dit, un chef-d'œuvre de la littérature n'est jamais qu'un dictionnaire en désordre. Donc si ça c'est vrai, chère traductrice, cher traducteur, vous êtes auteur. Basta. eh bien, merci. On va passer plutôt maintenant à des aspects de traduction, mais liés donc à l'aspect plurilingue des pays, parce que les pays présents ici sont tous plurilingues. La Suisse, elle compte quand même 4 langues officielles, la Belgique 3. Et je voudrais savoir si ces pays favorisent les traductions en interne. Et il y aurait une autre petite question, et je commencerai par Anne-Lise, si elle veut bien. Donc, favorisent-ils ces pays des traductions en interne? Et la deuxième, c'est, pensez-vous que de tels pays portent plus d'intérêt à la traduction? Et je commence par vous, Anne-Lise, si ça ne vous dérange pas. oui, pas de souci. Pour la question des traductions en interne, c'est toujours assez compliqué, sachant que chez nous, l'économie éditoriale reste ce qu'elle est. Certes, certes en croissance, mais malgré tout, une économie éditoriale qui est moins importante que celle de pays voisins. On sait que les œuvres en traduction coûtent malgré tout cher. Et il y a aussi cette question par rapport à notre pays qui compte 3 langues officielles. Je ne m'étendrai pas sur le côté germanophone parce que finalement, c'est une communauté qui reste encore assez méconnue et vers laquelle on devrait plutôt tisser plus de ponts. Mais par rapport à la communauté néerlandophone, nous sommes finalement 2 systèmes éditoriaux qui sont assez mis à part les uns des autres. La Belgique francophone aura tendance à regarder vers la France, la Belgique néerlandophone à regarder vers les Pays-Bas. Et donc, on connaît encore finalement assez peu les œuvres littéraires de l'autre côté du pays. Et je pense que c'est peut-être dans des genres littéraires qui sont considérés comme moins valorisés, c'est-à-dire pas le roman, mais par exemple en poésie, qu'il va y avoir des initiatives justement de traduction d'œuvres de l'autre communauté, notamment la maison d'édition Tétralire a une collection qui s'appelle De Flandre, qui va valoriser des traductions de poètes des néerlandophones. C'est aussi le cas pour la collection Soleil du Nord à l'Arbre de Diane, qui pareil va faire un travail de traduction. Et c'est par petites entités locales, territoriales, et par des initiatives de centres culturels, par des initiatives communes qu'on arrive finalement à des traductions de cet ordre-là.
On peut ici citer une belle initiative de rassemblement, je dirais, de la Foire du Livre, puisque nous sommes accueillis dans le cadre de la Foire du Livre. C'est Flirt Flamand. Alors, Flirt Flamand, c'est destiné à ce que chaque communauté, finalement, connaisse un peu mieux la communauté littéraire de l'autre pays. Cette année, ils ont créé un matchmaker. Vous allez trouver un lecteur de l'autre communauté qui va finalement vous apprendre à connaître les auteurs de l'autre pays. Et les ambassadeurs de ce programme sont Lise Pitt, jeune autrice flamande tout à fait reconnue par une publication chez Actes Sud, entre autres, et du côté francophone par Thomas Gunzig, qui lui aussi a une reconnaissance. Et c'est grâce à des initiatives de ce genre-là, à enfin considérer la littérature de l'autre pays comme une littérature à part entière, comme une littérature aussi intéressante à découvrir, par exemple, la littérature anglo-saxonne, qu'on en arrive, je pense, à des initiatives qui vont se multiplier. On commence à faire de beaux efforts dans ce sens-là, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire, malgré tout. Mais on peut penser notamment aussi à l'initiative du poète national. Je rappelle du rôle de la poésie. Chez nous, le poète national cette année, jusqu'à la fin de cette année, c'est Karl Norak, qui est un poète qui travaille notamment pour la jeunesse. Et Karl Norak est allé s'installer à Ostende, donc du côté flamand du pays, pour mieux comprendre la communauté linguistique à laquelle il n'appartenait pas au départ. Et poète national, tous les textes officiels qu'il va publier pendant son mandat, entre guillemets, sont traduits dans les trois langues du pays. Il y a eu une initiative pendant la pandémie qui s'appelait Fleurs de funérailles, et pareil, des poèmes ont été rédigés en français, en néerlandais, en allemand et dans d'autres langues pour permettre aux gens, dans certains cas, de pouvoir faire leur deuil à travers des textes dans d'autres langues. Donc il y a des initiatives, mais en général, c'est des initiatives qui dépassent peut-être le simple cadre éditorial, qui sont des initiatives portées par des centres culturels, par des réunions d'organisation, je dirais. Non, très bien. Mais merci. Irène, quelle est la situation en Suisse de ce point de vue-là? Est-ce que vous avez des traductions internes qui se font régulièrement? Est-ce que le pays porte une grande attention à ce point-là? Oui. Alors le pays, vraiment, bon, on peut toujours faire mieux. Et on est toujours en train de se plaindre que c'est pas assez, c'est clair. Et c'est vrai qu'on pourrait faire beaucoup, beaucoup mieux. Mais ceci dit, il y a quand même une grande attention qui est portée au plurilinguisme de notre pays et ça va jusque dans la Constitution. C'est vraiment à tous les échelons de la politique qu'il y a en fait une sensibilité de la valeur des langues. Après, il y a une sensibilité et puis après, faire le pas à favoriser ça dans les actes concrets, aussi, mais on pourrait toujours faire mieux dans ce cas-là. Là, je suis assez convaincue. Mais il faut quand même savoir qu'il y a au niveau de la Confédération, donc du pays en entier, il y a un message culture qui porte en fait une attention particulière à la diversité des langues et au passage entre les langues. Et une des tâches de Pro Helvetia, c'est aussi soutenir en fait à cet échange entre les différentes régions linguistiques et entre les différentes communautés linguistiques en Suisse. Donc c'est vraiment un programme et un message politique qui est porté. Il y a au niveau de l'Office fédéral de la culture, depuis peut-être une dizaine d'années maintenant déjà, il y a des prix de littérature et de traduction qui sont donnés à des différentes régions, à des auteurs, des autrices, des écrivains, des écrivaines, des traducteurs, des traductrices des différentes régions. Donc, on essaye vraiment de soutenir et de visibiliser, parce que je pense que c'est toujours, l'un va toujours avec l'autre. Et il y a une sensibilité, et à mon avis, à part des initiatives privées ou de fondations privées, c'est surtout ce discours politique ouvert qui est très important pour notre pays. Mais, bien sûr, il faut aussi le dire qu'on est un pays qui est tellement petit et que de toute façon, toutes les régions linguistiques dans notre pays sont des minorités. À quelque part, on est toujours minoritaire, peu importe où on se trouve.
euh, il y a jusqu'à ce qu'un certain point, on se respecte. Donc ça va quand même aussi avec. Après, il y a des tensions comme partout Comme dans toutes les partout. familles, hein. Oui. Et il y a des problèmes même assez grands des fois. C'est pas non plus, c'est pas rose non plus. Ça on peut pas dire. Mais Je... il me semble que c'est quand même très très important. Et il y a à l'interne de la Suisse, effectivement, il y a un programme qui s'appelle la collection CH, qui est un soutien en fait à la traduction spécifique entre les régions linguistiques. Donc il y a vraiment une collection de livres qui se fait en traduction entre les quatre langues et littératures de notre pays. Très bien. Je vois qu'il nous reste 5 minutes. Ma dernière question va s'adresser à Madeleine. Oui, mais j'aimerais répondre à la question que vous avez posée parce que la situation chez nous, elle est très particulière. Oui, j'allais vous relancer. La présence de 2 langues officielles, l'anglais et le français, a du bon. Elle fait en sorte que la traduction est extrêmement financée au Canada parce que les échanges entre ce qu'on a traditionnellement appelé les 2 solitudes, donc les francophones et les anglophones, qui sont loin d'être des blocs monolithiques, sont extrêmement encouragés. Les relations sont encouragées. Le Conseil des arts du Canada finance donc la traduction vers l'anglais et vers le français d'œuvres canadiennes produites en français, en anglais et dans des langues autochtones de plus en plus. Le revers de cette situation extrêmement positive qu'on vit ici, c'est qu'il est à peu près impossible de traduire chez nous des auteurs qui ne sont pas canadiens. Et donc, pour des gens comme moi, qui maîtrisons aussi l'allemand et l'espagnol comme langue de travail, il est à peu près impossible d'utiliser ces langues de travail-là en contexte de traduction littéraire au Canada. Donc, au Canada, on se traduit entre nous. Et on se traduit beaucoup. Alors là, il faut quand même dire qu'en Suisse, Pro Helvetia a ici quand même, étant donné que la traductrice est un auteur et qu'on essaye de traiter la traductrice comme une autrice, la traductrice, peu importe si elle traduit du grec moderne, du hindi ou de l'ukrainien ou d'une autre langue, elle peut demander en tant que traductrice suisse d'être soutenue. Ben, chez nous, il faut absolument avoir un éditeur, car c'est l'éditeur qui aura la subvention qui servira à nous payer. Il est impossible d'avoir des projets personnels financés publiquement. Non, mais il faut quand même avoir un éditeur. Ça, c'est quand même aussi une... Non, ce que je veux dire, c'est que même si j'avais un projet personnel, j'aurais beaucoup de mal à le faire passer chez un éditeur. Le marché étant plus petit quand même au Canada, en particulier le marché francophone au Québec. Non, mais on parle là pour qu'on soit heureux d'une vente, on va dire 500 livres. Quand c'est un best-seller, c'est au-delà de 1000 ou 2000 au Québec. C'est de ça dont on parle, là. Le marché est extrêmement petit. On est 8 millions au Québec. Donc, et au Canada, peut-être il y a 1 million de plus de francophones. Je dirais, on est autour de 9 millions de francophones au Canada. Donc, le marché de lecteurs est petit pour le français. Ah oui. Ça ne s'exporte pas du tout vers la France, en fait. Très peu. Non, d'une chic. Eh bien, voilà, notre rencontre touche tout doucement à sa fin. Je voudrais remercier chaleureusement les 3 invités qui nous ont fait le plaisir d'être là et de répondre à mes questions. Et puis, merci tout particulièrement à vous, Madeleine, parce que vous avez eu un décalage horaire en restant chez vous, un sacré décalage horaire. Et je voudrais remercier également le public qui était invisible aujourd'hui, mais qui, j'espère, a pris beaucoup de plaisir à écouter nos interlocutrices.